Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une heure de débat autour des grands thèmes de l'actualité du jour. On commencera et puis on passera un bon moment quand même autour de la crise de l'énergie. C'est l'essence après l'électricité. Ma question, c'est est-ce que... Enfin, la réponse est quand même un peu dans la question. Est-ce que le gouvernement s'est pas piégé là, avec sa protection contre la hausse de l'électricité? Maintenant, il va falloir une protection contre la hausse des prix de l'essence. Puis après quoi, Ah bon, on va parler de tout ça. Pour le reste, il y a aussi quand même si Smart Bourse fait évidemment son boulot, faudra dire un petit mot quand même de ce qui se joue en ce moment sur les marchés. C'est là aussi très très intéressant. Et puis un petit peu de politique. Allez, c'est parti, c'est le sommaire. Donc, autour de la table, François Lévesque. Salut François, professeur donc à Mines ParisTech. Clément Henrat. Salut Clément. Toi aussi, prof d'éco, Sorbonne, Sciences Po. Il fallait quand même quelqu'un de sérieux autour de cette table. Donc, c'est Jérôme. Un entrepreneur. Voilà. Jérôme Dédéian, mon partenaire patrimoine. Tiens, mais tu as fait toute ta carrière autour de l'intéressement, de la participation et toutes ces choses-là. C'est étonnant d'ailleurs, je me faisais juste la réflexion que là, tout est focalisé sur l'héritage. Bon, on en a, nous, déjà beaucoup parlé. Mais en revanche, intéressement et participation, malgré les efforts de Thibault Langsat, qui viendra nous voir d'ailleurs, pour essayer de remettre ça, j'ai l'impression que c'est passé de mode. Soit c'est totalement généralisé, soit finalement c'est un débat technique qui intéresse pas tant que ça les gens, alors qu'au cœur de la problématique du pouvoir d'achat, il devrait y avoir ce sujet-là. Évidemment, le partage du profit au sens large, y compris son volet actionnariat salarié, qui n'est pas pour toutes les PME non cotées, mais qui peut quand même en servir un certain nombre. Alors tu sais que je suis un militant de la cause. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que il y a quand même énormément de progrès. Attends, quand j'ai commencé dans ce secteur-là, à l'horizon des années 2000 à peu près, il y avait 3% des salariés des boîtes de moins de 50 personnes en France qui étaient équipées avec un mécanisme de partage du profit et d'épargne salariale. Aujourd'hui, on est à 25, 27. Donc ça a pris 20 ans. Des moins de 50. Ouais, et ça fait beaucoup de boîtes. Oui, ça fait beaucoup de boîtes. On en a équipé, on continue à en équiper, parce que je suis toujours actionnaire engagé d'ERES, qui est ma boîte historique. On en équipe en caisse palette, avec les experts comptables, les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en assurance, etc. Après, finalement, la dernière fois qu'on a fait un saut quantique, en termes d'extension du domaine de la lutte de la participation aux bénéfices, c'est quand on a baissé le seuil d'assujettissement obligatoire de 100 à 50. Là, il y a eu tout d'un coup une marche. Seuil d'assujettissement obligatoire, seuil à partir duquel tu es obligé de mettre en place un dispositif. Si tu gagnes de l'argent. Ouais. Et donc moi, j'ai une vision qui devient de plus en plus, pas extrémiste, mais un peu coercitive sur le sujet, qui est qu'en fait, on devrait pouvoir dire intéressement obligatoire dans toutes les boîtes dès que j'emploie quelqu'un, mais montant libre. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne verses rien. Si tu en gagnes très peu, tu discutes avec ton salarié ou tes salariés pour savoir comment est-ce qu'on peut partager si on arrive à faire mieux, si on crée un surplus, et là tout le monde est gagnant. Puis si tu es un patron qui gagne du fric et que tu fais un accord qui ne distribue pas, il faut que tu regardes tes salariés en face pendant des années en leur disant on gagne de l'argent, mais il n'y a rien dans votre poche, c'est plus compliqué à tenir en posture managériale. Non mais Jérôme, je vais raconter un truc que je devrais peut-être pas raconter, mais ça va intéresser l'entrepreneur, ce qui est intéressant. Donc moi, entrepreneur individuel, ok, SARL pour pouvoir bien cotiser et tout, et celui qui me conseille sur l'ensemble de ce dispositif me dit mais vous voulez pas mettre votre femme salariée? Je fais pourquoi? J'ai rien à lui faire faire. Vous trouverez bien un truc, j'en sais rien, gérer l'agenda, etc. et tout. Parce que si votre femme est salariée, même si vous la payez 500 balles par mois, 1000 balles par mois pour quelques heures, bim, dispositif à ce moment-là d'épargne salariale, d'association au capital, et vous pouvez, me dit-il, défiscaliser 12 000 euros. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors il se trouve que j'ai une femme qui est à l'honnêteté et qui a refusé absolument de rentrer dans cette magouille, ce que je regrette, mais c'est pour ça que je peux en parler d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est étonnant que les chefs d'entreprise ne saisissent pas ce qui est en fait une niche fiscale qui pourrait faire le bonheur de leurs salariés. RS et tous ces 6000 partenaires partout en France qu'on forme, qu'on anime, etc. Et mon partenaire patrimoine, on en fait de l'épargne salariale. On équipe des dizaines, des centaines de boîtes par an qui y passent parce qu'on leur explique comment le faire. Ensuite, il y a l'esprit et la lettre. C'est clair que si tu fais un emploi fictif avec ton fiston... Non, mais là, justement, c'était juste pour donner un exemple. Pour te gaver d'épargne salariale, tu vas te faire rattraper par évidemment, et tant mieux. Évidemment, c'est ce qu'on va le faire. Mais je parle du million de boîtes qui ont un salarié et qui pourraient là, mais encore faudrait-il qu'elles le sachent, en fait, avoir une prime défiscalisée à leur donner. Elles le savent de mieux en mieux, d'où l'accroissement considérable du taux d'équipement. Et en fait, la clé, elle est venue de la loi Fabius, où on a obtenu, quand on a discuté ça en 2001,
bien le fait que le chef d'entreprise, mandataire social de sa boîte, non titulaire d'un contrat de travail, était éligible au mécanisme quand il les mettait en place pour ses collaborateurs. Et du coup, ça a débloqué quand même pas mal de choses. Et ça fait qu'il y a un équipement massif qui se déploie en ce moment. Parce que tu sais, pour passer de 3% à 27% en 20 ans, en fait, il faut en équiper des milliers de boîtes. Des dizaines de milliers de boîtes. Des dizaines de milliers Après, de boîtes, ouais. il faut continuer à porter la bonne parole. C'est pour ça qu'il faut former les gens, parce que c'est des mécanismes. Les gens disent c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est riche. Et donc, ça permet justement de tenir compte du modèle économique et de la situation sociale de chaque boîte. Donc, moi, je dis c'est une richesse. Il faut l'exploiter à fond. On peut mettre son business plan, ses vrais objectifs dedans, qu'ils soient financiers ou extra-financiers. Enfin, c'est des mécanismes extraordinaires. Il y a quand même la mission d'intéressement de Langsat, Perret, tout ça, là, qui continue, qui a été pérennisée. Elle fait quand même beaucoup. On a obtenu dans la loi de simplification des choses. On a arrêté de déposer un exemplaire papier. On fait tout en ligne. Tu vois, bon, il y a pas mal de choses qui se passent, mais on peut encore faire des choses. On a des propositions à faire aux candidats. On est en train de faire la plateforme. On va les répandre dans tous les états-majors, puis on verra bien ce qui se passe. Parfait. En fait, ce que j'ai appris, c'est que ta femme ne s'appelle pas Pénélope et pas Sophie-Nou. Eh oui, je le regrette. Bon, enfin bref. Crise de l'énergie. Tiens, François. Donc, c'est l'essence après l'électricité, là. Est-ce que le gouvernement s'est pas piégé en commençant par mettre en place ce bouclier, alors tu nous l'avais très bien expliqué d'ailleurs, ce bouclier tarifaire face à une hausse pas si importante que ça, donc pour limiter à 4% la hausse de l'électricité. On rappelle, dernier comptage, c'est 15 milliards d'euros plus sans doute 8 milliards pour EDF. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui est en train de nous coûter très très cher. Maintenant, en fait, les gens attendent le même geste autour de l'essence. Et alors là, je vous dirai après les petits calculs que j'ai faits. Ça peut nous coûter, là encore, très très cher. L'addiction à la subvention, ça existe. Hein. Et là, le gouvernement, sans doute, n'a pas du tout anticipé au mois de décembre l'emballement. Il faudrait mettre beaucoup plus d'argent pour maintenir à 4% d'augmentation seulement les tarifs régulés de l'électricité. Donc là, tout d'un coup... il faut aller chercher de l'argent ailleurs, demander à EDF de contribuer à faire en sorte que les consommateurs, ménages et petites entreprises, n'absorbent pas le choc absolument incroyable d'augmentation du prix de l'énergie. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que, en fait, on ne connaît pas les conséquences parce que, d'un côté, on a ceux qui bénéficient de ces subventions ou de ces taxes moins élevées. Donc, ce sont des consommateurs et des entreprises. Et de l'autre côté, on a, je crois, des contribuables qui sont des consommateurs et des entreprises qui vont payer. D'accord ? Ce n'est pas l'État qui crée de l'argent là-dessus. Bon, donc on va avoir, comme ce sont des mesures non ciblées, c'est ça aussi qui me chagrine énormément, on va avoir des gagnants et des payants et des perdants sans trop savoir qui c'est. C'est-à-dire qu'on peut faire peut-être l'hypothèse, qui n'est pas trop absurde à mon avis, qu'il n'y ait pas de gain macroéconomique. C'est-à-dire que faisons l'hypothèse que s'il n'y avait pas une protection des consommateurs, ménages et entreprises contre ce choc du prix de l'énergie, eh bien... l'économie l'aurait absorbé et il n'y aurait pas de gain, il n'y aurait pas de perte de PIB. D'accord ? Faisons cette hypothèse-là. À ce moment-là, on fait cette hypothèse-là, on est sur du pur transfert. On prend de l'argent de Pierre dans la poche de Pierre pour mettre dans la poche de Paul et on ne sait pas qui. C'est-à-dire que, évidemment, les consommateurs d'électricité gagnent, mais les consommateurs d'électricité, ils payent des impôts. D'accord ? Et donc là, la mesure n'étant pas ciblée, c'est quand même un peu invraisemblable parce qu'on ne connaît pas, les effets. Par exemple, tu vas la cibler à travers les impôts. C'est-à-dire comme effectivement moins de la moitié des ménages paient des impôts, ceux qui paieront à la fin pour rembourser la facture seront les plus favorisés. N'oublie pas qu'il y a un truc qui s'appelle la TVA et que c'est une rentrée d'argent extraordinairement importante, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Donc il y a un flou qui est absolument incroyable à mes yeux. On ne sait pas trop comment vont se faire les transferts. Tout à fait. Alors que si les mesures avaient été ciblées, eh bien sûr, il y a des entreprises sans doute qui auraient couru le risque de fermer parce que incapables d'absorber ce choc. Mais toutes les entreprises ne sont pas dans ce cas-là, et tous les ménages ne sont pas dans ce cas-là. Et donc, au lieu d'avoir une mesure ciblée, on fait une mesure pour toutes les entreprises
petites entreprises qui bénéficient de ce tarif réglementé, et même aussi maintenant les grandes, alors que des grandes entreprises auraient pu absorber le choc. Évidemment, les entreprises de l'aciérie ou d'autres matières premières n'auraient pas pu absorber le choc. Mais il y a plein d'entreprises qui auraient pu absorber le choc. Donc là, la mesure n'est pas ciblée et c'est sans doute quand même, et je termine, c'est sans doute quand même le signe qu'on a une mesure qui est pour partie, sinon la plus grande partie électoraliste. Parce que si on n'a pas de finalité électoraliste, on fait quelque chose de ciblé. Ouais. Ce que proposait, juste d'un mot, ce que proposait EDF, en bon commercial d'ailleurs, pour ces entreprises qu'on appelle électro-intensives, Voilà. EDF proposait et a essayé de résister jusqu'au bout à l'augmentation de l'AREN dont on a beaucoup parlé, en disant mais on peut faire des mesures ciblées pour les électro-intensifs, on comprend tout à fait. Et pour les consommateurs précaires aussi. Et pour les consommateurs précaires, il y a absolument. Oui, en fait, ça porte un nom, ce qui est en train de se passer, on peut discuter du corner dans lequel s'est mis le gouvernement, ça s'appelle la nationalisation du pouvoir d'achat. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai vu arriver un truc assez rigolo, c'est que le collectif Famille Rurale vient de réclamer un chèque fruits et légumes. Voilà. Et donc, c'est parti. Ouais. Et donc, après, on peut dire, quels que soient mes revenus et mon patrimoine, finalement, le prix du beefsteak est plus cher pour moi et chacun a la même chose dans son caddie, quel que soit son revenu et son patrimoine. C'est ça, si on pousse le trait en caricaturant jusqu'au bout, on a nationalisé le pouvoir d'achat, on a fait un énorme call-cause où on dit, quel que soit ce que tu gagnes, tu as le même pouvoir d'achat que ton voisin. On ne fait pas un blocage des prix, on fait un blocage du pouvoir d'achat. Exactement. En fait. Et puis, il y a des effets de bord considérables. Je vous donne un exemple sur le gaz, qui est très, très intéressant. J'ai vu passer un truc rigolo, il y a les syndics d'immeubles qui se sont un peu réveillés. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans un immeuble avec un chauffage collectif au gaz, la facture de gaz est payée par le syndic. Le syndic, il est sous le radar des TPE qui sont concernés par le blocage des prix. Et donc, ça veut dire que le consommateur final, ils ont commencé à prélever des provisions pour charge sur les loyers, à côté des loyers des locataires, pour essayer de faire face à cette augmentation qu'ils prennent de plein fouet, parce qu'ils ne sont pas concernés, puisqu'ils intermédient la consommation de gaz avec le locataire individuel. Voilà. Et donc, tout le monde s'excite, et à la fin, chacun peut réclamer son chèque. Il n'y a pas de débat. L'autre point qui me semble essentiel, c'est que finalement, on aurait plein d'argent dans les caisses de l'État. Mais là, on fait de la dette publique pour compenser des problèmes qui sont liés à l'excès de dette publique. Oui. Donc, on peut aller jusqu'au bout de cette logique. Ça me pose quand même un problème. C'est pour ça, François, que personne ne paiera, si ça se trouve. Ça va être la dette. Non. Bien sûr qu'on paiera. Bien sûr que les contribuables paieront. Et bien sûr, alors, contribuables d'aujourd'hui ou contribuables de demain. Mais les contribuables paieront et les générations futures, effectivement, à travers de la dette, paieront une partie. L'argent n'est pas gratuit. Enfin, je veux dire, ce coût-là, je pense que si on interrogeait les gens dans la rue, beaucoup répondraient, mais oui, l'État a de l'argent. Alors, l'État a de l'argent, mais c'est pas l'État qui crée l'argent, c'est parce que l'État arrive à prélever de l'argent auprès des contribuables. Et donc là, on ne voit pas ce tour de passe-passe. On ne voit pas que c'est fondamentalement un transfert qui est en train de se réaliser. Je ne suis pas d'accord, François. Moi, je crois. Enfin bon, je vais laisser Clément s'exprimer. Oui, alors juste, c'est vrai que c'est vrai que le vrai problème pour les économies, c'est toujours celui de l'incidence, comme on dit, en équilibre général. C'est toujours très difficile de savoir. Mais c'est vrai pour les impôts aussi. C'est vrai pour les subventions, c'est vrai pour les impôts. Qui est vraiment affecté ? Donc moi, je vois en fait cette disposition comme uniquement effectivement un choix politique. Puisque, comme tu l'as dit, Stéphane, il y a une fortune. Bien sûr, mais c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu. On n'est plus à 15 milliards près. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est un choix politique et quelque part, c'est extrêmement difficile de savoir exactement, comme disait François, l'incidence finale. Et c'est vrai que ce que disait... non, mais il y a une vraie question aussi de dette publique. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, il y a une sorte de transfert intergénérationnel avec cette idée que c'est une mesure qui n'a pas besoin d'être financée nécessairement à court terme. L'augmentation de la dette publique s'en charge. Et je crois que la vraie question, c'est... Comment est-ce que l'État, finalement, voit son intervention de demain ? Normalement, dans la théorie standard, l'État, il est censé quand même d'abord et essentiellement limiter les défaillances de marché. Il n'est pas censé provoquer des interventions, même de nature peut-être pas tellement distorsive, parce que ce n'est pas des demandes qui sont très élastiques. La demande d'énergie, c'est... Voilà. Oui, moi, élastique, ça veut dire, en termes économiques, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Sort du rôle. À mon avis, l'État sort un petit peu de son rôle, effectivement... de son rôle de régulateur des défaillances de marché. Mais là c'est de la redistribution. Attends, juste un mot, parce que j'ai fait petit calcul sur... puisque là, c'est l'essence, le sujet, là. Et donc, l'idée du forfait kilométrique, l'idée donc de déduire de ses impôts
Alors j'imagine un pot négatif. Hein. Oui, mais alors là, la totalité. Ouais. Donc juste quelques chiffres quand même, parce que le site de l'INSEE est très bien fait là-dessus, on a plein d'infos. Donc en gros, la moyenne, c'est 40 km. Ceux qui prennent leur voiture donc, font 20 km aller, 20 km retour en moyenne. C'est 18 millions de salariés qui travaillent avec leur voiture. Et donc, au barème moyen, j'ai pris le barème moyen de la cylindrée moyenne, de la voiture moyenne, tu arrives quand même à 63 milliards d'euros sur un an Ah oui, ça fait un peu d'argent. pour compenser ça. Ah ouais. 63 milliards d'euros. Ouais. Oui, alors c'est vrai que les frais kilométriques sont très limités aujourd'hui. Même la distance, on ne peut pas déduire ces frais kilométriques de manière infinie Tout à fait. en fonction de la distance de son domicile à son travail. Après, comme disait François, c'est une mesure effectivement de redistribution qui ne dit pas son nom. Mais d'ailleurs, le chèque inflation est aussi une mesure de redistribution. Il n'est pas spécialement... il est un peu plus ciblé, mais enfin, il y a énormément de gens qui quand même le perçoivent. Et concernant les prix de l'énergie, moi, ce qui me choque un petit peu d'une certaine manière, c'est que on n'a peut-être pas pris encore la mesure dans la manière dont l'État intervient, que c'est pas quelque chose de très conjoncturel ou d'uniquement conjoncturel. Il y a quand même à venir dans les années, décennies, sans faire de prévisions trop sombres, une augmentation à venir, probablement des prix de l'énergie. Le plan, même ne serait-ce que sur l'industrie nucléaire, les plans de programmation des nouveaux EPR, etc., mais ils vont coûter une fortune. Et la transition écologique va coûter une fortune. C'est donc, ce que tu voulais. de toute façon, les prix de l'énergie ne sont pas censés diminuer. Et je dirais même D'où le qu'ils ne piège. sont pas censés D'où le diminuer, piège. C'est une même folie. intellectuellement. Si on veut favoriser Absolument. la sobriété, de toute Tout à façon, fait. c'est pas le, y a- si j'ose dire, le segment. C'est du pas pouvoir d'achat sur l'incitation lequel qu'il faut il donner. C'est ça. C'est un message complètement antinomique avec l'augmentation progressive du coût du carbone. C'est complètement antinomique. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une mesure exceptionnelle d'accélération de la défiscalisation des indemnités kilométriques, toutes choses égales par ailleurs, sauf si tu prévois un crédit d'impôt, ça ne bénéficie qu'aux plus riches. Oui, mais Donc, tu en termes de prévois un ciblage, crédit c'est pas d'impôt, bon. tu Oui, es ça va obligé faire. de prévoir un crédit Oui, d'impôt. mais tu dis, il faut faire un impôt négatif. Tu le dis, oui, mais il faut le faire. Oui. Tu vois, Non, mais juste pour donner. Ça, Et conversation, après, là. attends, parce qu'après, je me retourne vers François. Juste pour donner la mesure de ce qui se passe. Il y a 10 ans, quand Sarkozy fait les heures supplémentaires défiscalisées, c'est des opérations un peu coûteuses, mais qui sont à 4-5 milliards d'euros. Que Chirac, avec sa TVA pour les restaurants. On était dans une mesure L'ordre qui de était. grandeur. Et l'ordre de grandeur a complètement explosé. Et François, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que si c'est de l'argent gratuit, justement, ou en tout cas, ils ont la conviction que ça continue à être de l'argent gratuit, parce que emprunté à taux négatif ou quasiment négatif. Et c'est justement cette perte de repère totale qui les incite à partir dans cette fuite en avant complètement dingue, qui fait qu'il n'y a plus de chiffres, en fait, il n'y a plus de références. Oui, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que si on prend la dette, une partie de la dette, le plan de relance, etc., il y a au moins une perspective annoncée, il y a au moins un objectif annoncé. C'est-à-dire on va favoriser des investissements, on va favoriser des gains de productivité, donc là, on n'est pas en train de redistribuer de l'argent, on n'est pas dans une pure redistribution. Et là, on est dans une pure redistribution, parce que l'objectif, c'est pas, attention, il va y avoir un choc qui va faire que notre PIB va décroître, c'est pas ça. L'objectif, c'est, il y a une période électorale et c'est le pouvoir d'achat. Donc il y a une différence entre faire de la dette pour préparer l'avenir Tout à fait. et faire de la dette pour boucher des trous et faire des transferts entre des populations en plus qu'on ignore. C'est-à-dire on ignore même, là, franchement, personne ne sait précisément quel transfert on est en train d'opérer quand on réduit le coût de l'électricité, quand on absorbe le choc du coût de l'électricité. Ceci dit, il y a quand même un aspect rationalisation. Il y a une différence entre un choc de prix et une évolution de long terme plus ou moins prévisible du prix. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même un discours, j'y crois pas dans ce cas-là, mais il y a quand même un discours cohérent économiquement qui serait, il y a un choc. Ce choc va mettre les entreprises rentables, efficaces, par terre et des emplois vont être perdus. Et 6 mois après le choc, eh bien, ces entreprises qui, si elles avaient absorbé le choc, si on les avait aidées à absorber le choc, eh bien, elles seraient encore là. Donc ça, c'est un discours qui peut être cohérent, mais on n'est pas dans cette situation-là, ici, à travers les mesures qui sont prises. et alors donc, attends quand même, Clément, mais donc le MEDEF hier, et Geoffroy Roux de Bézieux, alors tu le connais très très bien, hein, pour que Geoffroy Roux de Bézieux nous parle de planification, c'est que vraiment, c'est pas dans son mindset. Et donc il dit, il faut une planification écologique, en fait, avec le signal prix du carbone. Alors, voilà. Et donc rentrer dans une trajectoire de long terme. Mélenchon. Hein, mais là, exactement, je vais- repris par Pourquoi Roux de Bézieux. Pourquoi ? Moi, je vais te parler en tant qu'entrepreneur. En fait, une entreprise,
elle est capable de tout absorber. Je ne devrais pas le dire, mais elle est capable de tout absorber dans la durée. Si on lui donne de la visibilité sur ce qui va se passer. Voilà. Et donc, comme on est en train de se prendre choc contre choc, mesure, et que du coup, on recrée de l'incertitude, en fait, ce que nous souhaitons, les entreprises, c'est qu'on nous donne une trajectoire, et si cette trajectoire est stable et qu'on peut parier dessus, à ce moment-là, on s'organise. Alors, on s'organise, on n'est pas content, on râle, etc. Mais l'organisation dans un monde où on sait où on va en termes du coût du carbone, en termes d'exigence de redistribution, en termes etc. Et c'est cette stabilité qu'on cherche. Tu vois, le truc sur lequel on a pu faire tirer des plans sur la comète depuis maintenant 10 ans, sans qu'on nous plante, c'était la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc, cette promesse a été tenue, et c'est quelque chose sur lequel on a pu mettre ça dans nos business plans prévisionnels, on a pu compter dessus en termes de résultats dégagés pour la part qu'on réinvestissait, la part qu'on distribuait, la part qu'on distribuait à nos salariés. Et donc, quand tu peux faire des plans comme ça, et donc sur le coût du carbone, c'est exactement la même chose. On sait qu'on va s'en prendre plein la figure, parce qu'il faut bien faire quelque chose, et il faut que les entreprises bougent. Il y en a d'ailleurs plein qui bougent sans qu'on leur demande rien. On a décidé qu'il y avait le coût du carbone avec des quotas, qu'on faisait tel secteur, tel secteur, tel secteur. Tout le monde va y passer. Le seul truc, c'est qu'on y aille de façon concertée, organisée et prévisible pour que tout le monde ait le temps de s'ajuster, plutôt que de se prendre des injonctions contradictoires sur la tête qui font que ta prévision d'un jour vole totalement en éclats. Clément ? Oui, c'était juste pour réagir toujours sur les prix de l'énergie. Je crois qu'il y a une différence aussi et il faut prendre en compte les perspectives d'inflation. C'est-à-dire qu'à mon avis, une des différences majeures entre les États-Unis et l'Europe pour l'instant, et c'est ce qui d'ailleurs transparaît quand même des communiqués de la BCE, c'est que, notamment en France, dans le PNRR, mais c'est vrai au niveau européen, il n'y a pas eu tellement de relance par la demande. Et je renvoie là aussi tous ceux qui nous écoutent au billet Trésor Éco de la Direction Générale du Trésor, d'Agnès Benassi-Kéré, qui conclut en disant... Le plan de relance qui a été mis en œuvre est un plan n'est pas un plan keynésien, je cite dans le texte, et c'est beaucoup plus un plan en fait schumpeterien que keynésien. Oui, c'est vrai. Donc modernisation des entreprises, l'offre, etc. Donc, tout à fait. Ça justifie le fait que pour l'instant, les hausses des prix ne se transmettent pas au salaire. Toutefois, la boucle prix-salaire, on voit qu'elle est visible aux États-Unis, pas vraiment visible en France pour l'instant. On va voir là. Hein. Oui. Mais en tout cas, c'est pas 16% de hausse dans la restauration, si tu veux, c'est vrai, ça fait une belle boucle. Oui, mais, non, mais d'accord. Mais pour l'instant, sur l'ensemble des emplois, on est 16% dans la restauration. Les transports refusent 5%, donc ils vont être au-dessus de 5%. Enfin, t'es quand même sur des wagons importants là qui sont en train de. Dans les perspectives moyennes sur l'ensemble de la main d'œuvre, on va pas être du tout sur des tensions, telles que sur le marché. T'es plutôt sur 2,5, 2,8 quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui fait quand même, c'est quand même plutôt de là que vient en général l'inflation et les périodes de recrudescence de l'inflation. Mais là, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train quand même potentiellement de lâcher un petit peu la bride sur l'inflation. C'est qu'à partir du moment où on subventionne directement ou indirectement les ménages, c'est vrai avec le chèque inflation, c'est beaucoup plus keynésien, c'est vrai. Et c'est pas une hausse de salaire, mais enfin c'est du salaire quand même d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est du revenu, et là ça peut se transformer en boucle prix-salaire indirect et générer toujours cette inflation. Et c'est ce sur quoi parie pas justement Christine Lagarde ou la Banque Centrale Européenne. Non, parce qu'on reste dans l'idée de la bosse, et que ça va redescendre. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement, quand il décide de prendre cette mesure, il le prend pour des raisons politiques et aussi pour un calcul. Il fait sa règle de 3 et il dit ça va me coûter moins cher que si je fais un truc du type baisse de la TVA sur les taxes, sur la TICPE, etc., qui sont moins ciblés, en admettant que cette mesure soit ciblée. Mais François a très bien dit qu'en fait elle ne l'était pas et qu'on ne savait même pas sur quoi elle était ciblée, mais peu importe. S'il avait fait de la TVA, ça aurait concerné tout le monde de façon proportionnelle par nature. L'Europe veut pas, elle veut des mesures ciblées. Le gouvernement fait ça, il dit finalement mon calcul c'est que ces 100 balles, ils vont me coûter moins cher que si je baissais de façon pérenne la TVA sur la TICPE par exemple pour parler des produits pétroliers. Et en fait, c'est pas vrai, parce que et donc fondé sur la logique de la bosse, comme en fait l'inflation va quand même s'installer de façon un poil plus durable. C'est ça le chemin des banques centrales, c'est temporaire, et puis finalement ça s'inscrit un peu, et puis on commence à voir dans certains secteurs en Europe, mais aux États-Unis ça se passe beaucoup mieux, la boucle d'or, la boucle et donc les salaires, et ça veut dire qu'en fait à la fin la facture va être beaucoup plus élevée que la raison pour laquelle ils décident de prendre cette technique-là plutôt que baisser la TVA sur les taxes. Juste un mot François, puisque c'est ton domaine d'expertise, là, les divisions européennes sur la taxonomie, c'est sans surprise, on a tout expliqué. Ils sont, je crois que c'est les Autrichiens notamment, mais qui sont vraiment remontés comme des pendules. Je crois qu'ils veulent porter le dossier devant la Cour de justice européenne. Avec le Luxembourg. Oui, avec le Luxembourg, voilà, c'est ça, devant la Cour de justice européenne, etc. Comment est-ce que tu... Ça, c'est pas nouveau du point de vue de l'Autriche. D'accord. L'Autriche a déjà, quand il y a eu, rappelons-nous... Mais qu'est-ce qui motive il y a eu une aide d'État qui devait être contrôlée pour le financement d'Hinkley Point, une centrale nucléaire
nucléaire au Royaume-Uni, eh bien, la Commission européenne a accepté qu'il y ait cette aide d'État. Et l'Autriche a porté plainte à la Cour contre la Commission européenne parce que la Commission européenne avait accepté. Bon, donc, alors plus fondamentalement, la France, depuis le départ du Royaume-Uni, de l'Europe, est très isolée sur le plan du nucléaire. Parce que, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne. Et donc, là, il y a peut-être la Pologne, il y a un peu... voilà. La Suisse, mais elles ne sont pas dedans, mais en termes d'ambiance générale, voilà. Et donc, la France a très peu d'alliés en matière nucléaire au niveau de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Parce que le grand allié sur le nucléaire, c'était, avant évidemment la sortie nucléaire, c'était l'Allemagne, et puis c'était la Grande-Bretagne avant le Brexit. Donc la France est fragilisée. Je pense que ça ne va pas empêcher, parce qu'il y a des deals. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc, sans doute que l'Allemagne ou l'Autriche finira par accepter, l'Autriche moins, mais en tout cas, finira par accepter que, oui, le nucléaire, il est aujourd'hui dans la taxonomie, mais il restera demain. Mais ça sera échangé contre quoi? Ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est quand même des discussions de marchands de tapis au sein de l'Union européenne entre les États membres. Marque une pause, oui. On marque une pause et puis on ira parler de ce qui se passe sur les marchés et d'un record. Alors c'est... qui est-ce qui nous a dit ça? C'est l'AMF qui s'occupe de ça? C'est l'AMF, oui, c'est ça. Nombre record d'escroqueries à l'épargne identifiées l'an dernier. On repart les amis, alors une fois encore, on ne fait pas Smart Bourse, mais enfin quand même il y a des choses intéressantes. Il y a sur les réseaux sociaux, les libéraux essayent d'exister et ils ont fait le calcul, c'est l'anti-Oxfam, ils ont fait le calcul de ce que les grands milliardaires ont perdu la semaine dernière. Je trouvais ça, et c'est quand même des chiffres impressionnants, quoi. Voilà, Elon Musk qui a perdu 25 milliards, Bezos. Alors j'ai pas actualisé mes comptes, mais même si aujourd'hui hier ça s'est à peu près équilibré, Bezos a perdu 20 milliards, Zuckerberg 10 milliards. Ça reste très spectaculaire, ça m'a fait marrer, quoi. Excuse-moi pour la boutade, il faut quand même dire qu'on n'a pas vu qu'il y avait moins de pauvres pendant ce temps-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Non, mais tout ça donne bien l'image. Non, mais ça attend quand même deux choses. Ça donne l'image, oui, de la volatilité de ces patrimoines, mais quand même de ce que c'est absolument considérable, quoi. Voilà. Mais bien sûr. Un mouvement de 25 milliards en une semaine, c'est... Enfin, voilà. Oui. Il n'y a que Bruno Le Maire qui peut faire ça pour protéger l'électricité, quoi, justement. C'est à l'échelle des États. La notion même de patrimoine est toujours un peu ambiguë, puisqu'on sait bien que leur patrimoine n'est non pas fictif, mais évidemment qu'ils ne pourraient pas valoriser le patrimoine tel qu'il est valorisé s'ils voulaient le revendre entièrement. Absolument, il n'est pas consommable. C'est ça. Ouais. Exactement. En tout cas, pas consommable d'un seul coup, pas réalisable d'un seul coup pour l'avoir sur un compte en banque. Vous avez un commentaire, je ne sais pas, François, tu regardes ça. J'ai noté, Zoom qui a retrouvé exactement son cours de mars 2020. Donc c'est autour de $150 après être monté à $550. Netflix qui revient sur avril 2020 aussi. C'est pour ça que j'ai dit une page se tourne. On a l'impression que les marchés sont en train de tourner une page sur celles qui ont été les stars du Covid. Et voilà. Et donc je ne sais pas si vous aviez un commentaire là-dessus. Ce que je trouve intéressant en ce moment sur ces mouvements de marché, c'est que ça claque, ça explose en premier partout où il y avait vraiment des survalorisations ou des trucs... tu sais que tu comprends pas. Oui, mais tu le sais qu'après que c'est des survalorisations. Qu'est-ce qui disait que Netflix, il y avait une survalorisation, tu vois? Pardon, je ne parle pas encore des technos. Le ratio cours-bénéfice, il n'était pas Je ne parle pas encore des technos, je parle de l'endroit où ça a éclaté en premier. Ça a éclaté sur les cryptos, d'accord, puis ça a éclaté sur les SPAC. D'accord, où là, tu sais, tu peux discuter, c'est un actif, c'est une monnaie, d'une part, ou c'est un chèque en blanc sur les SPAC. Et donc, c'est là que les bulles se sont percées en premier. Et puis ensuite, tu as le mouvement de rotation, c'est comme ça que ça s'appelle en technique de marché, entre les valeurs de croissance et les valeurs value décotés. Bon. Et donc, ça fait quand même 10 ans que les gérants value, ceux qui disent j'achète des actifs décotés, le bon prix, et je m'assieds dessus, et j'attends qu'ils retrouvent un prix de marché normal compte tenu de leur actif, etc., perdent contre les gérants de croissance qui disent t'as rien compris, on est dans un nouveau paradigme. Ça me rappelle, je ne veux pas faire le vieux con, mais ça me rappelle quand même les années 2000. Dans un nouveau paradigme, même des boîtes qui gagnent de l'argent, du moment qu'elles prennent de la part de marché, qu'elles ont la technologie, c'est là qu'il se passe. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec une prévision de bénéfice de Tesla de 500 fois. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Et donc, ce mouvement de rotation, il est en train
train d'arriver, c'est normal que ça corrige sur les technos, et peut-être que ça va faire revenir tu vois, des actifs décotés de bonne qualité, et finalement c'est sain. Ça veut dire que enfin, une correction est toujours saine. Hein. Oui, mais bien sûr. Et puis, voilà. ça va. On s'est tellement goinfré là. Voilà. Mais personne ne va pleurer. Tu as quand même un sujet pour les banques centrales qui est très intéressant, qui est un sujet social pour le coup. Puisque comme dans beaucoup de pays, la Chine, les États-Unis notamment, il y a eu les Robins des Bois, c'est-à-dire énormément avec il n'y a pas d'alternative aux actions, compte tenu de la masse monétaire qu'on a mis en circulation, qui a fait inflater les actifs, et que le prix de l'immobilier est devenu souvent inaccessible dans pas mal de pays pour des ménages modestes. Je veux dire que beaucoup de particuliers y sont allés. Exactement. Donc, il y a un effet richesse des particuliers qui est en train de se dégonfler, parce qu'évidemment, quand ils sont allés en bourse plutôt sur les trucs qui étaient les trucs les plus sensibles Alors, juste d'ailleurs, parce que c'est Grégoire Favet qui me racontait ça, hier, la journée d'hier, donc qui est très spectaculaire, historique, sur le Nasdaq, où le Nasdaq a d'abord perdu 4% avant le S&P a perdu 4% avant de les récupérer. Et ce qu'ont constaté, effectivement, ceux qui regardent ça de très près, c'est que les particuliers ont vendu la baisse, mais qu'ils n'ont pas racheté ensuite, quoi. Enfin, c'est très, très compliqué derrière de racheter. Et donc, ils sont un peu les dindons de la farce, c'est ça que tu veux dire. Là. Voilà, et quand tu es une BCE, tu peux avoir envie de délivrer un message mondial que c'est pas mauvais forcément que la fortune virtuelle de M. Musk, de M. Bezos, etc., en prenne un coup pour montrer que finalement, il y a une réalité du risque. Mais quand ce risque touche aussi le patrimoine financier de tous les ménages. Alors, après, tu peux avoir un cynisme complet, notamment à la Banque centrale américaine, qui dit que c'est une façon de supprimer l'effet richesse des particuliers, de les faire revenir sur le marché du travail. Donc, tu as toute cette idée pour essayer justement de limiter l'inflation, la boucle prix-salaire, et donc d'essayer de remettre l'économie dans une orthodoxie, entre guillemets, qui n'est pas celle de cette période où tous les repères ont volé en éclats qu'on est en train de vivre. Clément ? Oui, j'allais parler justement de l'effet de richesse. C'est, à mon avis, quelque chose de très important dans les grandes idées de la politique monétaire de la BCE. Il y a effectivement toutes les tendances structurelles qui poussent plutôt à la baisse des prix, le marché du travail qui n'est pas extrêmement inflationniste, la concurrence, qui quand même, les politiques de la concurrence sont censées quand même plutôt limiter l'inflation aussi. Et effectivement, il y a la limitation, et il y a des travaux de la BCE, mais qui datent de 2018, des working papers, qui datent effectivement, qui montrent des effets très ambigus. On en avait déjà parlé, des effets de richesse sur les inégalités, avec donc cette idée quand même que les effets de richesse positifs, et c'est très vrai, c'était déjà très vrai lors de la période pré-crise de 2008 aux États-Unis, mais c'est vrai également maintenant. Les effets de richesse positifs sont assez mauvais pour l'inflation, et je pense effectivement que la Banque centrale a aucune envie que les effets de richesse positifs soient prépondérants. Ajoutons aussi quand même que... Donc elle pourrait cyniquement envoyer les marchés à la cave pour calmer tout le monde. Oui, j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Intéressant. Voilà, il y a très intéressant. Il y a quand même toujours un arbitrage aussi entre... il y a quand même les obligations. Et les obligations, alors bien sûr, la BCE, si on regarde un petit peu, ils ont racheté quand même énormément d'obligations. Le prix des obligations est extrêmement élevé. En même temps, quand la politique monétaire vise à faire augmenter comme ça le prix des obligations, parce que c'est quand même l'instrument, pas juste la conséquence, quand le taux d'intérêt est à zéro, le prix des obligations, il n'a pas de limite. C'est ça quand même l'instrument majeur de la politique monétaire. Il ne faut pas croire que la politique monétaire aurait pour externalité négative de faire monter le prix des obligations. C'est l'instrument. La bulle obligataire comme politique monétaire. Il y a vraiment on ne peut pas dire les choses autrement. Et l'idée quand même de cette bulle obligataire, c'était évidemment de financer les dettes, ça on le sait, mais si la BCE pouvait essayer de limiter l'inflation du prix des actifs aussi, mais qui est une forme d'inflation qu'on ne prend pas toujours en compte, mais qui est de l'inflation quand même, à mon avis, elle est très contente de son côté. François ? Moi, sur les technos, je pense qu'il y a une incertitude sur l'évolution de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, et les gens sont perdus, même les grands spécialistes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, aujourd'hui, on ne voit pas comment Tesla pourrait être déboulonné. D'un autre côté, Tesla est en Chine et peut se faire déboulonner du jour au lendemain en Chine, parce qu'il y a cette situation très particulière de conflit entre la Chine et les États-Unis. Apple peut se faire déboulonner aussi en Chine. Et puis, il y a des zooms, il y a quand même des nouveaux entrants. Donc personne ne sait aujourd'hui si Amazon sera là dans 20 ans, si Tesla sera là dans 20 ans, Et donc, il y a ce risque quand même. Il n'y a pas de certitude. Donc, c'est complètement confus. Et donc, tout d'un coup, évidemment, les croyances vont être « Oh là là, oui, en fait, finalement, on croyait que ces entreprises disposaient d'une position inexpugnable. En fait, c'est pas si inexpugnable. » Non, mais attends. Et donc, selon les croyances sur
le long terme de ces géants et de ces titans, les croyances évoluent pour des micro-informations de toute façon, et ça fait basculer les croyances et les opinions, et paf, François, ça a un effet. Donc moi, je suis très étonné pertinent. par Il ça. faut ajouter à ça la mutation de Facebook. La mutation de Facebook, le métaverse, ce qu'on nous appelle maintenant le Web 3, etc., est effectivement un point d'interrogation. Je voyais le chiffre ce matin, Facebook l'année dernière a investi 14 milliards de dollars dans l'ensemble de ces infrastructures qu'ils sont en train de construire. Là, ils ont présenté leur nouveau super ordinateur, super calculateur qui va faire tourner le métaverse. Donc des paris à 14 milliards de dollars, effectivement, les investisseurs se disent, est-ce qu'il a raison ou pas, quoi. Voilà, il ne suffit pas de dire, ils ont les données, et donc comme ils ont des données massives, c'est eux qui vont pouvoir faire de l'intelligence artificielle, et donc en plus ils mettent énormément d'argent sur l'internet. Mais peut-être qu'il y aura des gens qui auront des données autrement, qui vont avoir besoin de moins de données pour faire des logiciels d'intelligence artificielle absolument extraordinaires. Donc, et la réglementation. La réglementation, et puis de la créativité humaine qui fait des couches de protection qui nous permettra peut-être d'avoir un jour accès à des systèmes qui nous permettent d'utiliser tous ces GAFAM, enfin tous ces trucs, mais d'accepter de donner mais de le faire dans un contexte où ça nous protège notre vie privée mieux, parce qu'il y a un tiers de confiance qui nous la protège. Si ça arrive, c'est quand même un petit sujet. La seule bonne nouvelle pour ces entreprises qui disposent d'une position dominante, une position de monopole, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de concurrence venant de la Chine. C'est-à-dire que Alibaba ne va pas concurrencer Amazon et Amazon Alibaba, d'accord ? Les marchés se fractionnent. Microsoft était aux États-Unis mais se fait sortir, d'accord ? Il est possible qu'Apple se fasse sortir. TikTok, voilà. Donc l'idée d'un monde où on ait une concurrence entre TikTok, ils ont encore les deux là pour l'instant. Ça ne durera pas. Sauf que pour toi, c'est plié. C'est quand même plié et cassé en deux. Ouais. Donc on est dans un monde où les plateformes globales chinoises d'un côté et californiennes et puis sur Seattle de l'autre côté, ce monde où on pouvait entrevoir de la concurrence, c'est fini. Ou en tout cas, c'est considérablement érodé. Il y aura de la concurrence sur des régionales. Amazon et Alibaba vont se battre un peu... en Inde ou au Vietnam, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, pour le coup, en termes de concurrence, parce que moi, j'y croyais. Je croyais à cette idée que Alibaba allait être un concurrent puissant d'Amazon et inversement. Mais non, les marchés se segmentent. C'est la fin des plateformes globales où vous pouvez être à la fois vendre des équipements électroniques en Chine et aux États-Unis et être une plateforme en Chine et aux États-Unis. Oui. Et j'ajouterais juste peut-être une incertitude sur la politique de la concurrence américaine. Ouais. On sait qu'elle a eu tendance quand même à se retourner depuis l'administration Biden. L'actuelle patronne de la FTC est quand même pas une grande fan des GAFAM, et ça change. Plus que ça, non, il faut dire les choses. C'est historiquement une chercheuse, Google, une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur Amazon. Ouais. Et c'est un euphémisme. Voilà. Non, il faut pas. Mais cela dit, pour l'instant, c'est encore un peu. On voit pas non plus. Elle a pas annoncé. Lisa Khan, c'est ça. Mais moi, s'il faut faire un pronostic, il va rien se passer. Oui, voilà, j'allais dire. C'est pour ça que je disais qu'elle n'était pas une grande fan. Parce que Biden va pas jouer sur l'antitrust. Qui n'est pas vraiment un cheval de bataille politique si intéressant que ça. Il a d'autres dossiers avec sa minorité. Il va pas faire le forcing alors qu'il a une voix ou deux voix d'avance. C'est pas là-dessus qu'il va faire le forcing. Plutôt sachant que la politique de Trump il n'a pas assez de majorité pour faire passer ce qu'il veut passer en antitrust. Il va pas jouer. Non, bien sûr. Mais la politique de Trump était déjà pas toujours hyper conciliante avec. Alors pour des raisons aussi personnelles, parce qu'il détestait quand même des géants de la tech qui sont essentiellement démocrates. Et plus riche que lui. Je veux juste ajouter un truc parce que j'espère qu'il va avoir le temps de venir nous voir. Mais donc, Thomas Philippon, chercheur français, écrivant aux États-Unis en anglais. Voilà, un bouquin sur la concurrence donc, qui est sorti il y a 2 ans. Là, la traduction française sort, j'avoue, moi, très humblement, que j'étais incapable de le lire en anglais. Je viens de le lire en français. Il se lit comme du petit lait. Il ajoute, mais à la limite, s'il ne peut pas venir, on en parlera ensemble. Les montants, mais c'est très impressionnant, les montants versés
par l'ensemble de ces grandes entreprises pour les le campagnes lobbying, électorales bien sûr. et pour le lobbying. Lui, il en fait l'une des clés, de la fin de la connivence, concurrence aux bien sûr. États-Unis. C'est très, très impressionnant et ceci explique aussi cela. Voilà, Le fait que pourquoi ce il ne soit va rien se pas passer. plafonné fait que les entreprises choisissent d'aller à l'endroit où elles ont leur intérêt économique et elles le financent massivement. C'est un calcul en termes de retour sur investissement. Et il n'y a pas de plafond, donc évidemment, ça a une influence considérable sur les décisions politiques aux États-Unis en matière de concurrence. Ouais. Mais il y a une notion que j'aime bien, qui n'est pas de Philippon, qui est le cercle des Medici. C'est cette idée que une entreprise puissante, eh bien, elle va pouvoir influencer le monde politique, c'est-à-dire éviter des régulations et des interventions qui la pénalisent et favoriser des interventions qui la favorisent. Et elle obtient plus facilement ça que d'autres entreprises. Et du coup, cette entreprise augmente sa puissance économique. Et plus elle augmente sa puissance économique, plus elle augmente sa puissance d'influence politique. Et voilà, donc il y a ce cercle vertueux. Alors des Médicis, tu l'as dit à l'italienne, mais oui, pour que chacun Médicis, comprenne, voilà, c'est les Médicis qui, 15e la siècle. puissance économique renforce la puissance politique. 15e siècle, je ne voudrais pas dire de bêtises, oui, c'est ça. La puissance économique, voilà. Ouais, tout à fait. Nombre record d'escroqueries à l'épargne identifié. Donc, je pose la question au président de mon partenaire patrimoine. Le chiffre est impressionnant quand même. 1202 sites frauduleux en 2021. Dénoncés par l'AMF, 3 fois plus que 300 seulement en 2019. Ouais. C'est considérable. Et ça, c'est easy money make people stupid. C'est ça le problème. En il y a fait, trop ce qui se d'argent. passe, c'est qu'il y a trop d'argent. Et comme vous le savez, il y a à peu près près de 200 milliards d'épargne Covid, de surépargne Covid. Tout ça, ça dort sur des comptes courants, sur des livrets. Et en période de taux d'intérêt négatif, notamment à court terme, les épargnants se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire fructifier ça de façon claire. Et donc, il y a évidemment de la bonne pâte, il y a un terreau favorable. Et finalement, la malhonnêteté se déploie toujours à l'endroit où il y a des enjeux. C'est le principe. Alors après, il faut bien regarder c'est quoi ces sites frauduleux. En fait, il y en a trois types. On va la faire courte. Oui, fais-la. Voilà. La réplique du compte bancaire, du site bancaire d'une banque de premier plan où tout est bien redessiné, etc. Et où, en fait, derrière, il y a quelqu'un qui prend les billets qu'on met dedans. Bon, ça, c'est assez simple. Deuxièmement, il y a des arnaques de type Ponzi assez classiques. Donc, vous savez, l'escroquerie à la boule de neige. On vous promet un rendement élevé, vous mettez votre argent. Et puis en fait, on vous le rend avec l'argent des nouveaux collecteurs. Et puis un jour, ça s'arrête parce que le truc s'effondre sur lui-même, parce que on finit par découvrir la supercherie. Et puis il y a les troisièmes qui sont beaucoup plus sensibles et moi qui me préoccupent beaucoup. On voit arriver des clients qui se sont fait avoir ou qui sont alléchés. Dans le meilleur des cas, ils sont juste alléchés. Ils viennent nous en parler heureusement. On leur promet des rendements de type livret. C'est présenté comme des faux livrets d'épargne, comme des livrets A, voilà, liquides à tout moment, etc. Avec des rendements annoncés de 5, 6, 7%. Voilà. Et derrière, ça n'existe pas. C'est comme une souris de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Exactement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rendement élevé sans prise de risque. Voilà. Et en fait, il se trouve que derrière, il y a de l'escroquerie, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, vous mettez 100, d'accord ? Et le prestataire qui est en face, qui généralement n'est pas agréé, donc il faut faire les vérifications d'usage pour voir s'il est autorisé à vous proposer les choses et s'il a des agréments. Mais même si vous n'avez pas vérifié, en fait, vous mettez 100, il va mettre en réserve 20 ou 25. Et puis le reste, il va vous l'investir dans un truc qui est une cascade de murs sans garantie de fonds de commerce ou de Jérôme, mais attends, de produits ultra volatiles type contrat optionnel. Le truc qui moi m'intéresse, oui, mais attends, parce que si on rentre dans le détail, mais le truc qui moi m'intéresse, c'est l'AMF dit donc parle notamment, tu as dit la première catégorie, visiblement elle c'est là qu'elle a un souci sur le clonage de plus en plus sophistiqué et de mieux en mieux fait de sites existants. Donc il doit y avoir un clonage de mon partenaire patrimoine. Et l'AMF dit, en fait, face à cette excellence technologique qui vous empêche de discerner le bon grain de livret, il ne faut plus que vous répondiez à des sollicitations. En gros, ce que dit l'AMF aux épargnants, c'est vous n'allez que vers les sites que vous avez choisis vous-même. Ouais. Si vous recevez une sollicitation, vous n'y répondez plus. Alors, sachant que de toute façon... Ça va quand même poser un problème à vos business models, ça. Alors, non, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, déjà, c'est le vrai en matière d'assurance, le démarchage est désormais interdit. C'est fini. Terminé. Donc, ça veut dire que, de toute façon, tu ne peux faire ton développement organique que sur la base de gens qui viennent te voir ou qui te donnent un 06, un email, et en te suppliant de les rappeler avec un sujet. Nous, c'est ce qu'on fait dans le modèle de mon partenaire patrimoine, puisqu'on est à côté de notre média Tout sur mes finances, finances personnelles, grand public, c'est le trafic qui remplit des formulaires en nous suppliant de les rappeler. À ce moment-là, on peut les rappeler légalement. C'est comme ça qu'on fait notre voilà, c'est ça. Voilà. Mais en fait, ce qui est derrière ça, il y a l'idée que la crédulité des gens
est toujours, moi, me démonte, quoi. C'est-à-dire que quand tes prospects ou tes clients t'appellent en disant je suis un peu embêté, je viens de faire un virement de 50 000 euros. Puis je regrette de l'avoir fait, en fait. Non, je suis embêté parce que j'ai reçu un email d'Afrique et il se réveille. pour me dire que le prince du Nigeria. Oui. Et comme les... J'ai 100 000 euros et j'ai dit oui. Et comme les arnaques sont sophistiquées, la paume moyenne c'est 72 000 euros. Quand et donc, même, hein. comme les arnaques sont sophistiquées, en fait, là je reviens, mais quand tu fais cette petite provision, en fait, pendant des mois, ils vont te verser les 7% qui t'ont promis. Comme ça, ils vont endormir et ils vont le verser avec l'argent que tu leur as donné et qu'ils ont mis de côté. Et puis le reste est parti. Voilà. Et puis c'est le jour où tu réalises que soit les 7% se sont arrêtés, tout d'un coup le flux s'est interrompu, mais pourquoi on t'annonce une paume. Attends, pardon, mais pourquoi même est-ce qu'ils te versent au début, à partir du moment où ils ont récupéré le pognon, pourquoi est-ce qu'ils veulent te verser? Parce qu'ils t'appellent en plusieurs fois pour mieux te traire. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est les ça, 72 000 de paumes, tu les as quand même pas versés en une fois. Non, ouais. mais tu t'es fait embarquer et puis et voilà. Et donc cette crédibilité-là. Alors, ce qui est très très préoccupant, c'est que souvent les sollicitations que tu reçois sur Internet, que nos clients ou prospects reçoivent sur Internet sur ces choses-là, généralement émanent ou sont dans les bandeaux qui sont en dessous de sites complotistes ou tu vois catastrophistes. Acheter de l'or, ça va être horrible, tout va péter, etc. Bon, ça, à la limite, tant pis pour toi si tu vas sur ces sites-là et que tu y crois. En revanche, on en voit apparaître des bandeaux de cette nature-là, avec des propositions de cette nature-là, sur des sites de médias, tu vois, mais presse régionale, etc., qui sont tout à fait au-dessus de tout soupçon, et qui devraient faire un tout petit peu attention à ce qui balance comme pub, quoi. Vous avez un commentaire là-dessus, chers amis? Non, vous n'êtes pas obligé. La crédibilité. La crédibilité. Non, mais alors, Enfin, parlons d'offuscation. Ça fait ça, c'est un sujet. Mais ça fait depuis qu'on a commencé ce sujet. Donc, François, tu avais écrit ça à propos des matelas. Ouais. Et moi, ça m'a sauté aux yeux à propos des vélos électriques. Donc, raconte-moi ce que c'est que l'offuscation et pourquoi est-ce que peut-être ça va être une donnée commerciale intéressante dans les années qui viennent. L'offuscation, c'est un monde assombri. À cause du trop-plein d'informations pour le consommateur. Et donc, parce que le consommateur, avant d'acheter quelque chose, il a besoin de connaître le prix, il a besoin de connaître la qualité du produit. Surtout si c'est un produit qu'il n'a pas déjà acheté depuis un moment et ce n'est pas un achat régulier. Et donc, il a un coût de recherche pour savoir si le produit va lui convenir, si les caractéristiques du produit sont bien celles qu'il souhaite, quel est son prix. Voilà. Et ce coût d'information, évidemment, la stratégie d'offuscation des entreprises, c'est d'augmenter le coût de recherche d'information pour le consommateur. Donc, par exemple, dans le cas du matelas, ce qui est absolument très, très, très incroyable, c'est que vous pouvez trouver le même matelas chez un distributeur, donc dans un magasin différent, le même modèle de matelas, mais il ne va pas porter le même nom. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, comparer le même matelas d'un vendeur à l'autre, puisque... c'est pas le même produit en apparence. Voilà. Alors, peut-être même c'est le même produit, mais il n'a pas la marque, ou éventuellement même, il a une toute petite caractéristique. Mais c'est quoi l'intérêt des entreprises, François, de noyer le consommateur? Parce que le consommateur, à partir du moment où il a un coût de recherche d'information plus élevé, il va arrêter plutôt sa recherche sur le prix et sur la qualité. Et donc, le magasin, il ne va pas faire 10 magasins. Donc, il va mettre en concurrence 2 magasins peut-être, voire même pas de magasin un seul magasin. Donc, il entre et il va acheter dans ce magasin-là. Oui, parce qu'il n'en peut plus, quoi. Parce qu'il n'en peut plus et parce que c'est un effort. Il faudrait mettre trop de temps pour faire cette comparaison sur le prix et sur la qualité. Et donc, tu as vu ça sur les matelas. Moi, je dois dire, les vélos électriques, on vous dit l'important, c'est les watts. Ah, mais non, l'important, c'est les ampères. Ah, mais non, l'important, c'est les newton-mètres. J'ai appris l'existence du newton-mètre. Ça a l'air d'être ça, d'ailleurs, la mesure vraiment importante. Mais le coût de recherche, tu as raison, est considérable. Absolument. Et donc, il faut non seulement comprendre ce que veut dire les caractéristiques. Les watts, les ampères, les newton-mètres, tout à fait. Mais en plus, après, il faut s'interroger sur, oui, mais est-ce que moi, j'ai besoin de ça? Exactement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un matelas qui a la senteur de camomille, par exemple? Ça, c'est une caractéristique. Mémoire de forme, Bultex, ressort, etc. Oui, tu avais très bien expliqué ça. Offuscation. Donc, et l'offuscation, ça permet aux entreprises, en fait, d'exercer un pouvoir de marché, tout simplement, un pouvoir de monopole. Mais celle qui a le meilleur matelas, elle
Enfin, C'est quoi le meilleur matelas vous avez aujourd'hui D'abord, c'est le meilleur matelas pour toi, pas forcément pour moi. Et puis, est-ce que du coup, c'est du latex? Est-ce que du coup, c'est de la laine? Est-ce que du coup, c'est avec 3 couches, avec 2 couches? Est-ce qu'il y a des ressorts, pas de ressorts? Est-ce que c'est made in France, pas made in France? Est-ce que c'est recyclable ou pas recyclable? Ça compte pour moi ou pas? Est-ce que tu vas le recevoir enroulé chez toi et que tu le commandes sur Internet? Alors, ça a été Attends, juste je finis avec ça. Ça a été une forme de réponse, ça, à l'offuscation. Le fameux teddy bear, très sympathique d'ailleurs. Voilà. L'idée de dire, bon allez, maintenant, il y en a marre, il y a un matelas. Voilà. Faites-nous confiance, c'est le meilleur. Et vous le recevrez roulé par la poste. Donc ça, c'est un modèle de disruption. C'est qu'à force de cette différenciation de produits, il y a des gens qui en ont marre. Et donc, on va entrer par le bas du marché. On a eu ça aussi pour le rasoir, pour les lames de rasoir mécanique. Voilà, avec des gens qui vendent des lames de rasoir avec un abonnement mensuel pour éviter les Wilkinson et autres qui coûtent très très cher. Donc on rentre par le bas du marché et au début, effectivement, on présente 1 ou 2 matelas et on s'enquiquine pas. Et alors c'est particulièrement efficace pour tous les biens durables ou semi-durables dont tu ne te rendras compte qu'après une utilisation assez prolongée, si tu es content ou pas, s'ils te conviennent, si ton vélo est bon. Mais tu t'en rendras même pas compte parce que ton matelas, tu ne pourras pas le comparer. Tu vas dormir sur ton matelas, tu vas dormir sur ton matelas. Moi j'ai vu des effets de bord. J'ai vu des effets de bord dans ce qu'on a partagé là qui était très intéressant sur les passagers clandestins qui profitent de ces offres. Tu reçois ton matelas par Internet, rassure-toi, tu pourras nous le renvoyer si tu n'es pas content dans les 3 mois. Et des gens qui se font, en faisant le tour des fournisseurs, 50 matelas gratuits. Absolument. En acceptant le principe qu'il va falloir qu'ils changent, c'est-à-dire qu'ils appellent pour que le transporteur vienne gratuitement le rechercher parce qu'il le renvoie. C'est pour ça que le modèle d'affaires d'ailleurs de ceux qui vendent du matelas enroulé chez toi sur Internet, il est mort. Parce que d'abord, il y en a trop qui sont entrés. J'ai cru, mais... Et du coup, et puis effectivement, il y a cette opportunité. Voilà, je peux renvoyer mon matelas, j'envoie mon matelas, j'en essaye un autre. Bon, ceci dit, François, non, mais je tiens à dire... Allez dormir chez des amis, d'accord, pour essayer les matelas. Parce que je vous rappelle quand même qu'il faut changer le matelas à peu près tous les 10 ans. D'accord, donc les gens ne le savent pas ça, mais si vous voulez mieux dormir et c'est mieux pour votre dos, changez de matelas tous les 10 ans. Et aussi profitez des hôtels. Quand vous avez trouvé dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, un bon matelas, demandez à la réception quel est le matelas. Attends, Clément. J'ai juste dire, j'ai envie de dire le seul salut peut-être que l'on vivra, c'est les comparateurs en ligne. Alors la difficulté des comparateurs en ligne, c'est effectivement s'il y a des changements mineurs, est-ce que les comparateurs auront l'intelligence de regrouper des matelas proches ou quasiment identiques sous la même appellation pour les classer par ordre de prix, mais il faut toujours avoir en tête que normalement les comparateurs en ligne c'est... Mais le comparateur et là ça va te faire plaisir, attends Stéphane, ça va te faire plaisir, c'est le commissaire-priseur valracien qui revient et qui sans coût instantanément dit voilà quels sont tous les prix aux consommateurs. Donc normalement, le numérique est censé nous rendre tous néoclassiques. Écoute, tu l'as fait. Mais c'est vrai sur les billets d'avion. Alors c'est vrai sur les billets d'avion, mais il y a un secteur qui est encore aujourd'hui, moins maintenant, mais qui a été énormément offusqué. C'est le secteur des ordinateurs portables, par exemple. Oui. Tu as bien vu ces sites qui te proposent des comparaisons. Alors, tu as des cliquets verts, rouges, etc. Tu n'y comprends rien. Mais il y a moyen de faire quelque chose de clair, je pense. Et je peux te dire qu'avec les vélos électriques aujourd'hui, tu t'accroches. Les comparateurs et la réglementation, puisque à la fin de la journée, si on veut protéger le consommateur, il faut que la réglementation dise on est obligation d'affichage d'un certain nombre de caractéristiques normalisées. On se les prie, ça nous emmerde suffisamment sur les produits d'épargne. D'accord, on n'est pas plus transparent qu'un produit d'épargne aujourd'hui, on continue à nous emmerder. Tu as tout dans le DICI, le document d'information unique pour l'investisseur, tous les calculs sont normalisés, etc. On peut le faire pour les matelas. On peut le faire pour tout, normalement. Si on est vraiment... Oui, mais là, on est quand même dans un monde d'hyper-différenciation produit. C'est-à-dire que, voilà, il y a, je sais pas, 50, il y a 150 types de céréales pour petit déjeuner, il y a 50, il y a 50 alimentations pour chiens sous forme de pâté, et pour chat, c'est pareil. Et donc il y a eu un monde de 50 millions de consommateurs, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que 50 millions d'habitants en France, où il y avait des comparaisons sur 5 produits, ou 10 produits, ça suffisait. Maintenant, il faudrait faire, avec 60 millions de consommateurs, il faudrait faire des comparaisons sur 150 produits. Voilà. J'ai une anecdote intéressante d'un patron d'un grand groupe de literie qui devient client
Et je lui dis, vous allez devenir client, mais moi je suis déjà client parce que j'ai justement changé mon matelas parce que ça faisait 12 ans, donc ça allait pas avec Rosette. On se disait, il faut absolument qu'on change, donc on avait changé. J'avais acheté une de ces marques. Il me dit, vous êtes allé où? Donc je lui donne le distributeur. Il me dit, très bien. Et vous avez pris quoi? Donc je lui donne la référence. Il voyait, je crois, à peu près de quoi je parlais. Et je lui dis, et en plus j'ai pris un surmatelas. Et là, un large sourire illumine son visage poupin. Et il me dit, oh merci, hein, vraiment merci. Pourquoi merci? Parce que le surmatelas à 600 ou 700 euros, ça sert à rien. Non, il y a peut-être un respect pour les vendeurs. Tu sais, il y a les métiers à marge et les métiers à coefficient. Le coefficient commençant à 100% de marge et respect pour les métiers à coefficient. Mais alors, c'est ça qui est quand même le côté positif, ça, c'est que le vendeur retrouve toute sa panoplie. C'est-à-dire, le vendeur qui est aujourd'hui complètement déprimé, le vendeur d'électroménager qui voit débarquer un client qui sait déjà quel aspirateur il veut, qui en sait plus que lui sur l'aspirateur qu'il veut, et tout ce qu'il va avoir à faire le vendeur, c'est signer le bon et espérer qu'il soit en stock. Là, il retrouve toute sa panoplie, toute sa puissance de conviction face au client. Il la retrouve, mais je pense que c'est une illusion de penser qu'en général, les consommateurs connaissent mieux que les vendeurs. Les produits sont devenus tellement compliqués, même pour acheter des bananes, je veux dire. Non, pas des bananes. Non, mais je caricature. Oui. Je caricature. Non, mais même les bananes, il y a plusieurs types de bananes et variétés de bananes dans un supermarché. Donc l'origine, la taille. Bon, et donc il y a une telle hyper différenciation des produits que le consommateur, les produits sont un peu devenus à l'image du vin, quoi. C'est-à-dire que vous avez des milliers et des milliers de versions d'un vin, voilà. Il suffit d'aller chez un caviste ou un grand caviste. Et donc et donc celui qui n'est pas amateur de vin, qui n'a pas pris du temps pour lire des magazines, pour parler, etc. Est-ce que... Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, encore une fois, il faut des comparateurs en ligne. Je ne veux pas être obsessionnel, mais il faut réintroduire un commissaire-priseur quelque part. Bien sûr. Je crois que les nouvelles technologies, et je veux juste ajouter une nouvelle idée, les nouvelles technologies sont quelque part les seules à pouvoir sortir de l'asymétrie d'information auquel le consommateur fait nécessairement face. Et j'ai envie de dire à la tendance peut-être plus perverse de l'économie numérique qui serait la tendance au prix personnalisé. C'est-à-dire que progressivement, alors c'est pas quelque chose qui est encore légal, qui est totalement pratiqué, mais le rêve d'une entreprise quand même, c'est de discriminer de point de vue tarifaire totalement les prix. C'est de faire de la discrimination parfaite. Et le numérique lui permet progressivement de le faire par la collecte de données, etc. Ouais. Et il faut réagir face à ça. Le but, c'est pas que chacun ici autour de la table, on paye une tablette de chocolat à un prix différent parce qu'on a envie de le payer différent en fonction de notre préférence. Notre appétit, notre pouvoir d'achat. Appétit, pouvoir d'achat, etc. Mais c'est ce que les entreprises rêveraient de faire pour maximiser leurs profits. Donc, quelque part, cette tendance, à mon avis, que l'on risque de connaître, elle peut être contrée par d'autres outils. Jérôme, tu comprends pourquoi le MEDEF demande de la planification. En fait, il y a convergence des luttes entre la nationalisation du pouvoir d'achat par l'État et les aspirations des entreprises à différencier le prix finement en fonction des consommateurs. Convergence des luttes. C'est peut-être quand même à un moment un frein à l'achat. C'est-à-dire que si t'es pas... Alors, pour le matelas, il est indispensable. Mais si t'es pas face à quelque chose de totalement indispensable, à un moment, t'es perdu. Et comme t'es perdu, tu dis... Et tu renonces. Ça peut être un frein à l'achat, tu peux renoncer. Oui, tu peux renoncer. J'ai l'impression que tu as renoncé pour ton vélo électrique. Donc tu es la preuve vivante. Mais à mon avis, c'est plutôt de la procrastination. C'est que finalement, tu vas acheter ton vélo électrique. Finalement, on ira. Offusqué par l'offuscation. Offusqué par l'offuscation. Si il est payé par la mairie de Paris en plus, voilà. J'essaie de pas à Paris, moi, je suis en banlieue. Moi. Ah là là. Je suis en banlieue avec un bon vieux maire de droite qui subventionne moins les vélos électriques que Madame Anne Hidalgo. Les amis, merci beaucoup. Demain, spécial industrie. Donc on se retrouve demain, on discutera de l'ensemble de ce qui se passe en ce moment autour de la relance industrielle, oui ou non. On verra ça. À demain.